La Grand Place de Lille est désormais totalement piétonne. Bonjour Bruno Goval. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes le président de l'association Renaissance du Lille ancien. D'abord, vous avez pu y passer depuis que les voitures ont disparu. Oui. Et alors, quel effet ça fait ? C'est l'effet très agréable d'une place paisible, d'une place qu'on va enfin pouvoir peut-être admirer sereinement et tranquillement et en toute sécurité. On vous sent satisfait et soulagé. Cette piétonisation, elle était en fait déjà en vigueur depuis 2021, chaque samedi. Donc on a eu le temps un peu de s'y préparer, de sentir Oui. ce que ça allait donner, de s'y habituer. Mais dans l'histoire de la ville, qu'est-ce que ça peut représenter la piétonisation du cœur finalement de la Grand Place ? Je crois que ça vraiment l'identifie et c'est vraiment, comme je l'ai déjà dit, le sens de l'histoire. C'est vrai que la plupart de nos villes en France, mais également à l'étranger, je pense la Belgique, ont de plus en plus piétonnisé donc les centres-villes. Et c'est vrai que c'est souvent le cœur de la ville, le cœur où on se rassemble, le cœur où les touristes déambulent. Et c'est d'autant plus agréable que c'est vraiment un beau facteur d'attractivité d'avoir cette place piétonne. Parenthèse, pourquoi Grand Place et non Grande Place ? Oh, je crois que c'était une expression qui a été utilisée donc pendant très très longtemps. C'est vrai que même la place s'appelle la place du Général de Gaulle, mais peu de Lillois utilisent. On dit rarement qu'on va place du Général de Gaulle, on va plutôt Grand Place. C'est un terme qui est assez utilisé dans notre région. Quand est-ce qu'elle est devenue justement cette fameuse Grand Place ? Alors, elle remonte vraiment pratiquement aux origines de la ville, puisque le premier document écrit de la ville date de 1066, c'est la dotation de la charte à la collégiale Saint-Pierre par Baudouin V. Et là, on sait qu'à cet emplacement, il y a une très grande place, une place du marché, qui est encore beaucoup plus grande que l'actuelle. Et puis, cette place va évoluer, va même être pavée dès le XVe siècle. Et puis, au XVIIe, les marchands qui se réunissaient, puisque nous étions une ville marchande, liée bien sûr à notre rivière la Deule, mais aussi par nos voies terrestres qui venaient des foires de Champagne jusqu'aux villes de Flandre, souhaitaient vraiment une bourse comme dans les autres villes flamandes. Et donc, on a créé cette vieille bourse Qui n'était pas la bourse à l'époque, hein, c'est pas la vieille bourse. Non, c'était, en fin de compte, il y avait une fontaine au change où se réunissaient donc les marchands sur cette place et on a créé donc cette bourse, enfin on l'appelle vieille bourse parce qu'il y a eu ensuite après la nouvelle bourse qui est l'actuelle chambre de commerce et donc les marchands se réunissaient dans cette cour et je dis toujours que c'est une belle opération puisque en fin de compte notre roi de tutelle qui était Philippe IV d'Espagne à l'époque en 1652 a accepté qu'on construise une bourse à condition que ça ne coûte aucun sou au royaume. Donc la belle initiative de Julien Détré, qui était donc l'architecte de la vieille bourse, de construire un ensemble de 24 maisons, pardon, et constituant donc une cour. Et la cour était dans le domaine public et les maisons étaient vendues donc à différents propriétaires. Ça veut dire que la physionomie finalement du lieu remonte à peu près Au XIe siècle. au XIe siècle. XIe siècle, en sachant qu'il y a eu bien sûr l'évolution, surtout au XVIIe, avec la création de ces vieilles bourses, et un peu plus tard du rang de Borgard, qui a créé donc deux places, en quelque sorte, la petite place et la grande place. Mais on peut dire que malgré les agrandissements de la ville, au XIXe, où on agrandit la ville, on triple sa surface pratiquement, on double sa population, en annexant donc les communes d'Ekerm, de Wezem, de Moulins et de Fives, la Grand Place de Lille restera toujours au même emplacement. C'est un souhait vraiment très exprimé par, à l'époque, la bourgeoisie et les commerçants qui ne souhaitaient pas forcément déménager et reconstituer un autre quartier, donc commerçant de la ville. Il est peut-être bon aussi de rappeler que Lille est tour à tour flamande, puis bourguignonne, sous domination espagnole, avant de devenir justement en 1668 française, après la conquête de la ville par Louis XIV. C'est un peu l'histoire raccourcie. Quelle est l'influence de cette francisation finalement ? La francisation a apporté en effet, Louis XIV voulait vraiment marquer son empreinte, mais c'était un roi, on peut dire, assez subtil. Il a tout de suite, il s'est rendu compte que pour ne pas trop déplaire aux Lillois, il fallait quand même leur laisser une certaine autonomie. Donc il a bien sûr donné toujours cette indépendance du commerce, il a pas remis en question. Et même sur le plan architectural, on peut dire qu'il y a une évolution, qu'il y a eu une évolution très douce. On n'a pas tout de suite imposé le style classique
classique comme il était en vogue à l'époque dans le royaume de France, mais plutôt un style, ce qu'on appelle franco-lillois, c'est-à-dire très inspiré par une verticalité, mais néanmoins encore avec un décor flamand. Et cette grande place de Lille ne sera jamais une place royale, puisque le seul petit élément qui aurait pu devenir une place royale, c'est la Grand Garde, qui est un bâtiment là très classique, très symétrique, vraiment comme on peut en trouver dans toutes les villes de France à cette époque. Mais le reste de cette place est jalonné par des maisons du XVIIe et XVIIIe siècle. Est-ce vrai qu'il y a eu un projet de poser au cœur de cette grande place une statue de Louis XIV, comme sur la place Bellecour à Lyon, par exemple? Oui, parce que c'était un peu une tradition quand le Louis XIV avait une conquête. L'île a été assiégée en 1667 par différents traités. Donc l'île appartient au Royaume de France depuis 1668. Et donc, en effet, je crois que le souhait du roi, c'était voilà, de faire d'abord tout de suite une citadelle, ça on l'a fait. D'agrandir un quartier, on l'a fait avec le quartier de la rue Royale, qui est vraiment un quartier vraiment typiquement français, avec des hôtels particuliers entre cour et jardin, et puis aussi une place royale. Vous avez parlé du respect de Louis XIV pour finalement la population Oui, de la ville et cet aspect des flamandes finalement. oui. Qu'est-ce que la spécificité flamande? La spécificité flamande en architecture, alors d'abord, bien sûr, la Flandre est très attachée à des traditions, à des coutumes qui ne sont pas forcément françaises. Je pense qu'on a une identité assez forte, mais surtout sur le plan architectural, on est très inspiré par nos ornementalistes anversois, c'est-à-dire cette alternance à la fois dans nos constructions de pierre, de briques, mais surtout de pierre blanche, la pierre de Lezennes qu'on sculpte, et on a ce sens du décor assez, je dirais pas exubérant, mais très expressif, qui n'est pas tout à fait le style classique, qui est plutôt dans un style sobre et très, très simple, je veux dire, dans sa façon de décorer les façades. Revenons à 2026. Bruno Goval, est-ce que cette piétonisation s'inscrit dans l'élan de chasser les voitures finalement des centres-villes, ou alors dans un essor ou une place plus importante de réappropriation du lieu par les Lillois, les gens de passage? Oui, je crois qu'il ne s'agit pas bien sûr de chasser les voitures, simplement c'est que la voiture ne doit plus occuper la place qu'elle occupait il y a encore 30-40 ans. Il faut se rappeler que la Grand Place c'était un parking, c'était quand même pas vraiment... alors bon, à l'époque ça ne choquait pas, mais maintenant on ne comprendrait pas pourquoi cette place redeviendrait un parking. Il y a beaucoup de parkings souterrains, il y a des facilités aussi tarifaires pour le soir. Je le rappelle parce que c'est souvent très très peu connu, et je crois que c'est surtout pour permettre une déambulation. Je le rappelle toujours que la principale activité touristique, c'est la déambulation. Nos touristes, avant tout, déambulent dans une ville. Et plus vous offrirez des espaces piétonniers, des espaces confortables, des espaces qui permettent d'admirer les façades, de pouvoir faire du shopping, ça ne pourra être que profitable. Et je pense que, sincèrement, c'est une autre forme voilà, de plaisir, y compris même sur le plan commercial, d'être dans un centre-ville plus apaisé. La déambulation, la balade au milieu du beau, finalement. Voilà, exactement. Vous avez parlé de parking, et à propos de parking, justement, il y a tout de même, on a oublié de le préciser, ce parking souterrain qui reste opérationnel. C'est-à-dire que les véhicules vont pouvoir venir encore se garer là. Alors, il faudra passer par la rue nationale, mais Voilà. il est tout à fait accessible. Oui, oui, tout à fait accessible. La trémie qui se trouve bien sûr sur la Grande Place sera condamnée. À terme, on ne sait pas très bien ce qu'elle en deviendra, mais ce qui est certain, c'est que on a beaucoup, beaucoup de parkings à moins de 5 minutes de la Grande Place. Donc, ça ne pose pas a priori, mais c'est vrai qu'on a un petit peu chassé, on peut dire, les voitures en extérieur. Vous avez dit le cours de l'histoire. Alors, on commence par piétoniser, puis on végétalise. Alors, ce sera platane, chêne, érable, tilleul, grande pelouse? Non, 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 on ne végétalisera pas. Moi, à mon avis, ça serait une hérésie, parce que nous sommes une place flamande, et une place flamande est une place minérale. On ne voit pas à Arras des arbres. Non, je pense qu'il ne faut pas végétaliser. C'est vrai qu'on a une tendance actuellement, on peut que s'en féliciter, parce qu'un arbre est très agréable, mais à végétaliser, à végétaliser. Il ne faut pas que ça soit fait à mauvais escient, je dirais. Il faut que ça soit pensé. Un arbre contribue donc à un élément de l'urbanisme, et je pense qu'au contraire, la place peut être animée par des pots, comportant des arbres, mais il faut que ça reste éphémère. Mais la place doit rester minérale.
Mmh. Est-ce que cette piétonisation participe, selon vous, à la renaissance du Lille ancien, le nom de l'association que vous présidez? Oui, ça contribue. Je pense que ce sont des éléments qui permettent de mettre en valeur, et nous, on s'y attache bien sûr, et nous y sommes bien sûr très, je dirais, on garantit cet Vous aspect. avez été associé à cette démarche? Vous avez été consulté? Vous avez Alors, été... pas particulièrement, mais on était, bien sûr, j'ai à titre personnel, et beaucoup de membres, je crois, de l'association l'ont fait, on a participé à la consultation, qui était une consultation, on peut dire, là, très ouverte. Il n'a pas été toujours le cas pour d'autres consultations, mais là, ça a été très ouvert. On a pu exprimer le choix du scénario 1 ou 2, et puis aussi à noter une consultation ouverte à l'ensemble des métropolitains. Ça, je trouve que c'est très important parce que Lille, bien sûr, les premiers concernés sont les Lillois, mais on sait que c'est une ville centrale et qui est beaucoup fréquentée par les non-Lillois. On imagine aussi qu'il y a tout de même des incidences, pas forcément uniquement positives, mais sur peut-être les commerçants, les artisans autour, on peut imaginer que peut-être ils perdent certains clients, peut-être que ce soit plus difficile d'avoir accès. La difficulté d'accès, je pense sincèrement, est un faux problème parce que encore une fois, il y a des parkings, et encore une fois, il y a des. Je crois que c'est au commerce, peut-être à certains types de commerce. C'est sûr que bon, des commerces où il faut repartir avec des gros colis, c'est peut-être pas très adapté dans un centre-ville. Mais ceci dit, maintenant, il y a des méthodes aussi pour pouvoir être livré, pouvoir consulter. Je pense que c'est aussi, je suis persuadé au commerce à s'adapter aussi à cette nouvelle configuration. Rappelez-vous, dans le début des années 70, les commerçants étaient contre les rues piétonnes. Est-ce qu'on imagine un seul instant de nouveau une circulation automobile rue Neuve ou rue de Béthune? Vous êtes un observateur évidemment de ce qui se passe dans les centres-villes, dont celui ici. Cette piétonisation, il y a quelques années, elle aurait été le fruit d'une décision politique assez dure. Aujourd'hui, elle semble s'imposer d'elle-même. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que je pense qu'il y a un consensus pratiquement général de dire qu'on se dirige vers des villes de plus en plus apaisées, de moins en moins polluées par le bruit, par les gaz d'échappement, par des villes où il fait bon vivre, où il fait bon visiter. Et je pense que ça fait partie vraiment, je dirais, d'une maturité politique. Je pense que les personnes qui sont vraiment contre la piétonisation, à mon avis, ne sont plus tout à fait dans l'ère de leur époque. Pour pas qu'on soit trop lillois tout de même, parmi ceux qui nous écoutent, si certains sont à Amiens ou à Boulogne ou à Maubeuge ou ailleurs et qui n'ont pas forcément l'habitude de venir à Lille, au centre-ville de Lille, parfois c'est même une sortie, vous vous dites désormais la déambulation, la balade simple mérite le détour. Ah oui, tout à fait. Moi, je pense que d'abord, c'est un endroit, quand même, la Grand Place, il faut bien reconnaître, a été depuis quand même plusieurs années déjà rendu en grande partie piétonne, hein. Il y avait bien sûr toujours cet axe routier, mais je pense que ça ne sera pas non plus une très grande révolution, hein. On n'est pas place de l'Étoile, hein. C'est comme à Paris. Je veux dire que la circulation a déjà été bien réduite, aussi par le sens de circulation qui évitait. Il faut savoir que on avait calculé, je crois qu'il y avait 40% de voitures qui traversaient la Grand Place qui ne faisaient que traverser et qui ne s'arrêtaient pas. Donc, ce qui veut dire que voilà, c'était un lieu de passage, mais qui ne servait du tout aux commerçants. Donc, c'est la déambulation qui doit primer avant tout, en effet. À propos de la Grand Place, est-ce qu'il faut s'inquiéter de la persistance de ces travaux là, le long chez Meunier, au coin, ou alors les travaux qui se multiplient? Non, c'est bien sûr des travaux nécessaires, hein. On a quelquefois des désordres. Bon, comme vous savez, on est une ville où il y a quelquefois des problèmes, hein, liés au sol, et liés aussi à quelquefois, malheureusement, des décisions qui ont été quelquefois pas. Toucher des murs porteurs. On a touché des murs porteurs. Enfin voilà, on a surchargé quelquefois des maisons. Donc je crois que les travaux sont forcément indispensables, et je crois qu'on peut s'en féliciter que des travaux se fassent rapidement. Alors c'est bien sûr un handicap pour les commerçants, je les comprends, mais je pense que c'est pour un mieux. Vous avez parlé tout à l'heure de consultations qui se passaient différemment sur d'autres dossiers. Est-ce que
l'avenir de l'avenue du peuple belge correspond à ce que vous en souhaitez. J'espère. C'est notre grand combat, on s'en est pas caché, puisque la Renaissance de l'Ancien a donc adressé à chaque candidat des futures élections municipales vraiment un document cadre de 64 pages avec un certain nombre de propositions, de suggestions, d'attentes en matière de valorisation du patrimoine. Et bien sûr, la remise en eau de l'avenue du peuple belge fait partie de nos grands combats. On pense que c'est pas du tout un caprice. Encore une fois, cette rivière existait depuis le Moyen-Âge, comme la Grand Place, et il serait logique, pour différentes raisons, écologiques, patrimoniales, historiques, voire même économiques, qu'un jour on puisse retrouver cette avenue du peuple belge. Donc, dans, Voilà, combien, avec à nous. dans combien de temps est-ce qu'on verra des oiseaux venir avenue du peuple belge se baigner dans l'eau qui Tout fera le dépend centre? de nos politiques. Tout dépend de nos politiques. C'est une décision vraiment avant tout politique. Techniquement, tout est possible. Bien sûr, c'est budgétairement, c'est nécessaire. Nous, on le dit à la Renaissance, c'est un projet qui peut prendre 10, 15 ans. L'important, c'est d'avoir une stratégie et de savoir qu'on a envie de remettre en eau cette avenue. Bruno Goval, président de Renaissance du Lille-Ancien, merci d'avoir pris le temps de participer à cet entretien. Ma dernière question, vous avez évoqué le sujet rapidement, mais sur les élections municipales, est-ce qu'habituellement vous êtes entendu? Est-ce que le document a été lu? Est-ce que les candidats potentiels vous ont répondu? Alors, on a eu quand même la grande chance d'être reçus par pratiquement les grands candidats. Je dis les grands candidats parce que, qui s'étaient vite déclarés. Ce que nous allons maintenant faire, c'est de leur écrire et leur demander aussi de s'exprimer par écrit et leurs réponses, en toute objectivité, puisque nous sommes une association apolitique, seront retransmises dans un bulletin où les Lillois pourront juger un petit peu des projets de chaque candidat en matière patrimoniale. Donc votre prochain combat, entre guillemets, votre gros dossier, c'est celui-ci? C'est celui-ci, ça sera là en février, on l'espère fin février, début mars, le bulletin sortira avec les réponses des différents candidats, en espérant que les candidats jouent le jeu et puissent s'engager comme ils l'ont fait. Mais on peut dire que on a eu une écoute et on les remercie parce que c'est aussi très appréciable. Bruno Goval, président de l'association Renaissance du Lille-Ancien, merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup.